fois l'hymne russe. Dans la scène, on parle de la Crimée en 19e siècle, Oui. donc, et du roman de Tolstoï, évidemment. Pourquoi vous avez choisi l'hymne russe d'aujourd'hui? Parce que cet hymne-là, d'abord, c'est sans doute un des plus beaux hymnes qui soit, et que cet hymne-là, cet hymne russe d'aujourd'hui, est extrêmement provoque une émotion très forte chez le spectateur, et que j'ai préféré provoquer l'émotion très forte chez le spectateur plutôt que d'être dans un respect, dans un réalisme de période. Et donc j'ai choisi de faire un anachronisme parce que dès qu'on l'entend, on est ému, même si voilà, j'avais entendu effectivement celui du 19e. Et de la même manière, il y a beaucoup de français dans le roman, puisque 25% du roman est écrit en français, énormément d'allusions françaises, mais ça je ne pouvais pas le rendre évidemment en français, donc j'ai mis de l'anglais, parce que moi mes parents se parlaient anglais quand j'étais enfant pour se dire des choses qu'il ne fallait pas que je comprenne, et que c'est déjà une langue que tout le monde ne parle pas, ne domine pas, et puis j'ai mis du latin aussi, qui vraiment représente un raffinement extrême, parce que là c'est quand même compliqué de se parler en latin, il faut vraiment être très, très au fait. Donc ça a été vraiment ça les deux choix que j'ai fait pour raconter voilà, cette haute culture qui est celle de ce peuple, de ce cri sourd de la haute aristocratie que raconte et dépeint si bien Tolstoï. Justement, c'est un peu étrange, ça m'a paru un peu étrange quand vous parlez de l'aristocratie russe du 19e siècle, et Lévin qui d'un coup commence à chanter dans une langue slave inconnue qui apparemment c'est une langue croate. Alors, pourquoi? Là, il a chanté, hier il chantait en russe. Il a chanté jusqu'à présent en russe et aujourd'hui je lui dis si tu veux chanter une autre chanson, chante ce qui te vient, ce qui te touche. Parce qu'effectivement il chantait voilà, mais il chantait. Non, mais il a dit que c'est une chanson d'amour croate, ça n'a pas important. Oui. Ce qui est important, c'est que c'était un croate. Oui, mais hier il chantait en russe. Mais ceci étant, moi, ce qui m'importe, et il se parle en croate, par contre, et ça, il se parle en croate depuis la première, parce que ce qui m'importe, c'est que les acteurs soient proches de leurs personnages et que je trouvais intéressant que la langue des frères, la langue des chœurs, soit une langue qu'ils connaissent vraiment tous les deux. Et donc, ils improvisent régulièrement en croate, tous les deux. Effectivement, les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas du russe. Mais je ne suis pas dans ce respect-là. De la même manière, elle porte une robe à paillettes, qui est un peu disco, pour donner l'écho moderne, parce que moi, ce que je veux, c'est à travers Anna Karénine, qui est un prétexte quand même pour moi, pour raconter quoi finalement? Pas pour raconter la Russie, même s'il y a une toque, même s'il y a de la neige, même si la Russie, comme dit Tolstoï, c'est une terre de contraste et qu'on l'a rendue avec la chaleur d'un lustre à bougie, avec un piano, avec un sol comme une plaque de tôle et de la neige pour raconter le froid. Donc on essaye de rendre la Russie. En même temps, ce qui m'a intéressé, c'est l'histoire d'une femme qui veut refaire sa vie et qui, à 35 ans, se dit « Et pourquoi j'aurais pas le droit de refaire ma vie ?» Et ça se dit, elle a 35 ans, mais c'est pareil pour quelqu'un de 45, 55 ans. C'est la possibilité d'aimer quelqu'un d'autre. Cette femme qui aime un Alexis, un homme puissant, un homme intelligent, et qui tout coup va être coupée en deux, comme elle le sera quand elle va se jeter sous un train, coupée entre deux amours, le corps à son amant et la tête à son mari. Et ça, je trouvais ça très actuel pour nous tous, de se dire on peut avoir envie de se réinventer et d'avoir une nouvelle histoire de l'amour et de la vivre à fond. Et c'est parfois la société qui nous en empêche, le regard de la société qui nous empêche de vivre cet amour et qui fait qu'on va mourir. Elle, ici, on est dans cette situation où Golshifteh Farahani, c'est une femme qui a fait le choix d'embrasser une carrière de cinéma, qui a fait le choix de la passion du cinéma, qui ne peut plus revoir son pays. Ici, on a Anna Karénine qui fait le choix d'une passion amoureuse, qui ne peut plus revoir son enfant et qui va mourir. Donc voilà, je suis toujours à cet endroit-là, d'essayer de prendre les acteurs et qu'ils soient tout près de ce qu'ils sont et de ne pas trop faire un théâtre folklorique, en fait. C'est vraiment mon souci pour, je pense, rendre compte d'un souffle de vie qui dépasse, là pour le coup, le roman et qui rend hommage, je pense, au roman. D'ailleurs, on me reproche, et certains me reprochent d'être trop fidèle au roman dans la restitution de la mise en scène. Moi, c'était mon choix, je voulais qu'on comprenne et qu'on donne le souffle du roman qui est effectivement une passion amoureuse, mais aussi un rapport à la mort extrêmement violent. Et ça, et en même temps très drôle, parce qu'il y a beaucoup d'humour chez Tolstoï, donc je voulais rendre ça. Le fait que c'est un maître, et c'est le maître parmi tous, avec Pouchkine sans doute, celui qui arrive à écrire le mieux les dialogues, là où Dostoïevski était intéressant pour écrire autour des marginaux, enfin c'est Tolstoï qui le dit, hein.
83 ans, il s'arrête de lire les frères Karamazov, page 237, et il dit il est très bon pour la description des paysages, mais il n'est pas très bon pour... il n'a pas compris que la force d'un roman, c'est les dialogues, et qu'il faut trouver une véracité dans les dialogues. Et ça, c'est vrai que Tolstoï est un maître à cet endroit-là, c'est pour ça que ça a été souvent adapté au cinéma. Et voilà. Je voudrais qu'on revienne vers le discours que vous aviez tout à l'heure. Et pourquoi vous avez choisi une actrice iranienne? Moi, je voulais en fait que ce soit une actrice qui, avant même d'entrer sur le plateau, crée l'empathie. Parce qu'en fait, dans le roman, très vite, et c'était le projet de Tolstoï au départ, il voulait accuser une femme coupable d'avoir trompé son mari et donc qui allait mourir, donc il l'a condamnée. Heureusement, il était dépassé. Il est tombé amoureux de son personnage féminin et il s'est mis à le défendre. À tel point d'ailleurs que le Courrier russe, au bout d'un moment, a arrêté de publier le roman parce que ça devenait immoral pour l'époque. Maintenant, toute la société russe adorait, se précipitait, envoyait les domestiques, aller directement à l'imprimerie acheter le Courrier russe, tellement ils étaient en haleine. Ça aurait été quelqu'un qui aurait fait des séries aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, si j'avais rencontré une actrice russe qui m'avait plu, je l'aurais prise. Ici, c'était plus le fait qu'elle raconte l'émancipation par son parcours, parce qu'elle a quitté son pays, elle ne peut plus y retourner, on l'a menacée, elle a posé nu pour un magazine en disant qu'elle ne porterait pas le voile, mais que non seulement elle ne porterait pas le voile, mais qu'elle faisait ce qu'elle voulait de son corps. Et donc je trouve qu'à cet endroit-là, elle raconte quelqu'un qui s'affranchit, qui s'émancipe et qui fait le choix de dire non. Comme Anna Karénine, à un moment, dit non, je vais l'aimer librement, parce que, à la différence de Madame Bovary, Anna Karénine, c'est un personnage qui est entière, qui est tout d'un bloc, qui est passionné et qui ne peut pas tricher. Et donc je cherchais une actrice qui ne trichait pas. Et je l'ai trouvée, l'actrice. Et c'est vrai qu'après, il me fallait aussi quelqu'un qui puisse représenter la plus belle femme de Russie, qui soit d'une beauté, de piéta, qui est quelque chose d'un mystère, et elle porte ça en elle. Dès qu'elle monte sur le plateau, on est tout de suite conquis parce qu'elle est extrêmement belle, même si effectivement elle n'est pas slave. Mais voilà, je pense que c'est aussi une manière de rendre ça international. Anna Karénine, ça n'est pas qu'une femme de Russie, c'est toutes les femmes du monde. Voilà. Oui, mais elle ressemble beaucoup physiquement, justement, à l'image qu'on a depuis toujours d'Anne Karénine. Cette beauté brune, elle ressemble beaucoup. Elle a des origines russes d'ailleurs. Qui Golshifteh Farahani. Ah bon? Elle a des origines russes. Il y a du sang russe parce qu'en fait, ses arrière-grands-parents ont quitté l'Iran pour aller vivre en Russie. Et apparemment, il y a du sang. Alors je sais pas bien. Il faudrait lui demander à elle. Mais moi, je sais qu'elle a un peu du sang russe, même si elle a du sang iranien principalement. Ah oui. Donc parce qu'elle pouvait tout à fait passer pour une femme russe. Oui. C'est assez étonnant. Et donc vous avez privilégié dans votre adaptation les moments comiques. C'était très très réussi, toute cette lignée des personnages comiques, à commencer par Dolly et Stéphane. Et son mari. Oui, c'est vrai que Tolstoï, il a une capacité à projeter beaucoup d'humour dans son écriture. Il y a notamment le frère de... Stiva, oui. Et il y a beaucoup d'humour qui est donné à sentir dans l'œuvre de Tolstoï, souvent dans des descriptions parfois. Il y a Nikolai, par exemple, à un moment, il est en train de mourir, il fait 20 pages sublimes où il décrit la mort d'un homme, et puis à un moment, il y a l'infirmière qui dit « ça y est, il est mort », et tout à coup, il réouvre un œil et il dit « non, pas encore tout à fait », et puis il meurt. Voilà, ça c'est Tolstoï, il a une capacité comme ça à projeter d'un coup énormément d'humour, et je voulais rendre ça, d'autant qu'on a une tragédie, on a quelqu'un qui est dans les affres d'un tourbillon amoureux, je voulais aussi rendre l'humour de l'œuvre. Et donc j'ai réécrit ça, et là je me suis permis d'essayer de retrouver une trivialité pour donner à sentir, voilà, pour provoquer du rire, quoi, parce que je pense que c'est ça la Russie. La Russie, c'est de passer d'une émotion extrême à une autre. On dit souvent ça quand on parle de Tchekhov qui adorait Tolstoï, c'était son maître. C'est de passer du rire aux larmes. Ici, voilà, j'ai essayé aussi de provoquer ça chez le spectateur. On parle toujours des choix de musique. Ça s'ouvre avec Requiem de Mozart, ça se termine aussi avec un Requiem de Mozart. Et donc à l'intérieur, il y a toutes sortes de musiques. Et donc vous les avez choisis par la sonorité. C'est pas le sens qui vous... Par exemple, il y a Vysotsky au milieu. Oui, alors oui, il y a Vysotsky. C'est l'énergie qui vous a fait de prendre cette... Alors il y a l'aspect que quand on monte Anna Karénine au théâtre pour la première fois en France, parce que ça n'a jamais été adapté, alors qu'avant ça, il y a eu une adaptation anglaise il y a 30 ans, et qu'avant ça, il y a eu Stanislavski, mais on a perdu la trace en 1937. On n'a pas monté Anna Karénine depuis au théâtre, si longtemps.
Pourquoi? Parce que c'est difficile à adapter. Moi, après, je voulais rendre le bal. Et c'était mon grand souci, c'était de rendre un moment de joie et de ferveur et d'ivresse collective. Alors après, évidemment, j'ai écouté plein de musique russe, de valses russes. J'étais aussi dans la crainte de faire quelque chose de moins bien que le cinéma, parce que le cinéma s'en a emparé d'une façon sublime. Donc à un moment, je me suis dit, mais trouvons quelque chose qui fédère le spectateur. On a donc pris Jacques Brel, qui a quelque chose de slave dans son tempérament, et qui fédère énormément, parce que tout le monde, ça électrise tout de suite tout le monde, ça rend joyeux. Et puis c'est l'histoire ils disent, il y a toi, il y a l'amour, il y a moi, donc ça parle du fantasme amoureux, c'est bien ça dont on parle. Anna Karénine, elle a besoin de se projeter dans un fantasme amoureux. Et voilà, je me suis dit que ça permettait de créer un moment de communion avec le spectateur. Et ça fonctionne d'ailleurs très bien. À cet endroit-là, ça réussit très bien l'objectif. Après, effectivement, j'ai commencé, parce qu'Anna Karénine, dès qu'elle arrive, on dit qu'elle va mourir. Donc j'ai voulu... c'est Nabokov qui disait aussi que la mort de la jument au champ de course, c'est la mort d'Anna Karénine. Donc on commence avec la mort d'une jument et on termine avec l'éteignage des bougies, puisqu'elle dit « éteignons la bougie s'il n'y a plus rien à voir », c'est la dernière phrase d'Anna Karénine. Et donc je suis parti de Tolstoï pour arriver à donner cet écho-là. Pareil, j'ai mis un instrument, un piano sur le plateau, parce que à cette époque-là, toute femme bien née parlait français et jouait d'un instrument, du clavecin ou du piano, et qu'à un moment, elle retire la couverture du piano finalement, et comme après elle va aller se mettre à danser, elle va s'autoriser une nouvelle vie. C'est pour ça le titre « Les balles où on s'amuse » n'existe plus pour moi. Elle le pense et finalement elle va s'autoriser à vivre à nouveau une histoire d'amour. Donc c'est Nabokov qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, parce qu'il a fait des études très poussées sur Anna Karénine et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, votre Anna Karénine, c'est une très bonne musicienne. Elle est virtuose au piano. D'ailleurs, on a monté le spectacle en 5 semaines. Peut-être si on le reprend pour une tournée, elle jouera un peu plus du piano, parce qu'elle joue d'une manière extrêmement sublime. Et là, ici, on n'en voit pas encore toute la mesure. En même temps, ici, là, elle joue de manière très classique. C'est très beau déjà. Oui, ça vraiment, ça un prolongement sublime du personnage, de ce qu'elle sent, etc. Mais j'étais un peu étonnée quand même que quand elle se mit au piano, votre Dolly commence à chanter en polonais. En moi, elle s'est chanter français, alors, ça avait du sens parce que ça parle au spectateur. Du coup, il commence à chanter quelque chose complètement inconnu en polonais, et alors je voudrais comprendre. Oui. Surtout que la Pologne et la Russie, ça n'a rien à voir. Elle chante l'adieu. Elle chante l'adieu de Poulenc. Et c'est une chanson qui est écrite par Poulenc d'ailleurs autour de la Shoah. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire le deuil de son mari et qui n'y arrive pas. Alors c'est vrai qu'après, encore une fois, l'actrice est d'origine polonaise. Alors elle dominait cette langue-là, et dans le temps qu'on avait, c'était ce qui avait de plus évident. Si demain j'engageais une actrice russe, elle chanterait en russe. Vous voyez, ça n'est vraiment pas un choix, là pour le coup, il n'y a pas une volonté d'être signifiant à cet endroit-là. Et juste, je trouvais le chant très beau, et c'est vrai qu'après, il faut être russe pour s'apercevoir que ça n'est pas du russe. Pourquoi Vysotsky? Parce que ma mère écoutait Vysotsky quand j'étais enfant, et que moi j'adore Vysotsky, et que je sais que c'était un contestataire, évidemment, en Russie, mais je trouve que c'est aussi quelqu'un qui s'est affranchi, qui s'est autorisé d'aller contre un système établi, et j'adore ce chanteur. Donc j'étais très heureux de le mettre, et je l'ai imposé au créateur son. Voilà. Ma question, vous mettez en lumière, en pleine lumière, l'histoire de deux frères Lévin et toute la philosophie de Lévin, et même vous le faites vivre à Yasna Palan, à la maison de Tolstoï. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet? Ça, pour Nabokov, encore une fois, évidemment, Lévin, c'est Tolstoï. C'est Tolstoï dans son désir humaniste, dans son désir il avait quand même une aile de son château qu'il avait consacrée à ses musiques pour leur prodiguer une éducation. Donc Tolstoï a vraiment été en avance sur son temps. Enfin, il était vraiment en avant-garde, à l'avant-garde à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'après, une fois que je devais donner un endroit où il était, ça m'a plu de dire Yasnaya Polonia. Effectivement, c'est un clin d'œil à Tolstoï. Poliana. Oui, d'ailleurs l'acteur, il m'a dit, oui, je le prononce mal, lui il le prononce bien. Oui, il prononce très bien. Ouais.
Et donc tout ce problématique vous intéresse lié aux Lévin, donc ça veut dire les problématiques plutôt sociales, de l'ordre social. Oui. Ben, la réflexion, c'est comme c'est l'arrivée des capitaux, c'est aussi une réflexion sur combien est-ce qu'on vaut, et ça nous touche, ma génération trentenaire sortant des grandes écoles. Voilà, qu'est-ce qu'on vaut par rapport à d'autres et comment le rapport au mérite, la méritocratie peut ne pas toujours être... Et ça, il en parle très bien, parce que c'est l'arrivée des capitaux qui viennent d'ailleurs, les capitaux qui viennent de l'international, qui viennent pas que de Russie. Voilà, c'est l'industrialisation à marche forcée, c'est tout ça qui fait que... C'est un monde en pleine mutation, on le retrouve d'ailleurs très bien dans la Cerisée de Tchekhov, c'est la fin d'un monde et la naissance d'un autre. Et donc, ça, à cet endroit-là, c'est intéressant, ça bouleverse un peu la donne, et donc il y a une réflexion sur ce que vaut chacun, et je trouve ça intéressant de la donner à entendre. Donc en fait, c'est Anne Karénine dont l'action se passe aujourd'hui, et c'est seulement dans la dernière scène qu'il se retrouve un peu dans les habits solennels de l'héroïne du roman du 19e. Vous avez tout compris, c'est vrai qu'au départ on s'est dit, racontons sans l'écho présent, une œuvre classique est inutile, c'est mon avis. Donc racontons aujourd'hui à travers une œuvre classique, et à la fin en même temps, comme Vronsky, son amant n'est pas à la hauteur de son amour entier, puisque c'est une femme entière, elle va s'évader à travers la littérature. Et donc elle s'évade dans la littérature française. Tolstoï avait passé un an en France, il adorait la France pour la culture, il avait lu Flaubert évidemment, il avait tout lu. Il adorait la France aussi pour l'aspect charnel, lui-même étant d'ailleurs fort attiré par le charnel, et en même temps étant très croyant, il y avait une lutte à cet endroit-là en lui. Sa femme d'ailleurs, Sophie Tolstoï, a écrit un très beau bouquin, À qui la faute, justement sur cet aspect-là. Donc pour répondre à votre question, effectivement, à la fin, elle s'évade par la littérature, elle enfile une robe 19e, et puisqu'il n'est pas à la hauteur de son amour, c'est par la littérature qu'elle va mourir. C'était ça l'idée. En fait, comme une héroïne littéraire. Oui. Et puis aussi qu'il fallait mourir de manière extrêmement belle, donc elle enfile une belle robe pour aller mourir, de manière très élégante, avec tiens-toi droite, ce côté-là. Il fallait qu'elle soit racée et élégante jusqu'au bout. Et c'était ça aussi qui était compliqué, c'est qu'il fallait trouver une actrice qui, dès le début, fait qu'on tombe tous amoureux d'elle. Ce qui s'est passé aussi à Cannes, parce que je rentre de Cannes, et alors le clip de Jarmusch, tout le monde était amoureux de son héroïne, Laure. Non, mais c'est vrai qu'elle est très captivante. Bon, ben, merci mais je serais ravi d'ailleurs d'aller le jouer en Russie.